Au Burkina, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassole risquent une peine de prison à vie. Le Bénin avec ce calme relatif dans le nord du pays après une semaine très forte depuis la République démocratique du Congo, le réexamen des invalidations et l'activité d'opposition au Parlement. Ces trois sujets avec Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Nyawi. Le procureur du tribunal militaire de Ouagadougou a requis lundi la prison à vie pour les deux principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015 dans le pays, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassole. Le procureur a retenu contre eux les charges de trahison et de meurtre, ainsi que celles d'attentat à la sûreté de l'État pour le premier et de complicité pour le second. Le 16 avril 2015, il faut le rappeler, les soldats du RSP avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute de Blaise Compaoré. Maître Sosa, si vous étiez à la place des avocats de la défense, vous trouveriez que le réquisitoire est un peu sévère? Si je suis à la place de la défense, forcément, je trouverais que le réquisitoire est un peu sévère. Je trouverais quelques réquisitoires, quel que soit dans cette affaire, sévères de toutes les façons, parce que, bon, là, c'est la défense qui est opposée à l'accusation. Mais il se trouve que non, je suis dans ce dossier plutôt du côté de la partie disons par penchant philosophique, parce que je considère que dans le dossier burkinabé, il y a eu une évolution malheureuse qui aurait débouché sur une déflagration, qui aurait probablement abouti à une trahison, parce que oui, ce coup d'État a bien eu lieu, il a des commanditaires connus. Le général Diendéré l'avait assumé dans une certaine mesure. Aujourd'hui, assumer, ça veut dire prendre pour son compte et jusqu'au bout en répondre. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour la défense? On a des arguments. Ils sont des arguments de pure forme. On conteste la légitimité du tribunal militaire. On a des arguments de défense qui relèvent plutôt d'arguments de procédure, c'est-à-dire qu'on conteste la légitimité du président du tribunal militaire, de la cour militaire, on soupçonne sa partialité. On en est plutôt là, et on ne veut pas plaider le fond du dossier. Il y a eu dans cette affaire le spectre d'une conversation enregistrée avec des acteurs étrangers qui avaient à un moment donné intérêt à ce que la révolution approche et que l'ordre ancien reprenne les rênes du pays. Ça n'a pas marché. Et quelle que soit son expertise, ce coup d'État-là, le général Diendéré l'a raté. Alors je pense qu'il faut en tirer les conséquences et en guerre militaire, accepter qu'on peut perdre des guerres. Alors là, quand on suit un peu le déroulé du procès, Gilbert Diendéré s'est posé plutôt en une sorte de celui qui a tout fait pour que ça ne dégénère pas, parce qu'ils disent les éléments du RSP qui allaient faire le coup d'État, j'ai dû assumer en quelque sorte. Mais les éléments du RSP, il me semble qu'il était lui aussi du RSP. Il est le papa et le grand-papa du RSP. Un peu comme on dit, je ne peux pas donner les ordres. Mais quand ils l'ont fait, alors quand mes enfants font des bêtises, au lieu de les punir, en fait, j'abonde dans leur sens. Pour dire, bon, écoutez, vous avez fait une bêtise, donc vous êtes tant pis, maintenant je l'assume à votre place. Il aurait réagi véritablement. Alors, on ferait patron du RSP en disant, écoutez, je vous mets aux arrêts, je vous punis parce que vous avez commis un acte qui est attentatoire à l'intégrité, à la paix, et donc, du coup, vous êtes passible de cour martiale. On aurait trouvé ça beaucoup plus conforme à ce qu'il voudrait que l'on retienne. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils ont fait le coup, il a voulu tirer les marrons du feu, et ça n'a pas marché, c'est tout. Je crois que là-dessus, il faut assumer. Alors, l'autre cas, l'autre
histoire qu'on peut trouver assez sévère, c'est celui contre le général Solé. Lui, au moment du pitch, on ne l'avait pas véritablement vu à la manette. Oui, écoutez, c'est le genre qui veut ça. C'est le genre qui veut. Pour faire un coup, tout le monde ne doit pas venir au premier plan. Il y a des gens qui jouent le back-office et vous vous souvenez quand même, hein, il y a eu des choses très sérieuses. On a commandé des armes qu'on est venu chercher dans des pays limitrophes. Ce régime, et il n'est pas pour rien dans ce qui s'est passé, contrairement à ce qu'il veut faire croire. Bon, ces enregistrements existaient, ont été expertisés, authentifiés, et bon. Mais dans tous les cas de figure, on a eu comme l'impression, enfin, puisqu'on arrive maintenant au bout de ce procès, comme l'impression que de toutes les façons, ils auraient été condamnés à de lourdes peines. Oui, de toutes les façons, je suis un peu dérangé, parce que c'est comme si vous disiez que même s'ils avaient été innocents, on les aurait condamnés quand même. C'est pour ça que je conteste de toutes les façons. Si ils avaient été totalement innocentés par les enregistrements, par les éléments objectifs que l'enquête a permis de mettre en lumière et que les débats aussi ont permis de conforter, s'ils avaient été innocentés, de toutes les façons, on devrait les défendre et obtenir qu'ils soient acquittés. Ouais. Mais c'est pas ça ce qui s'est passé. C'est malheureusement pour eux un dossier qui est accablant. Pour ce que j'en sais et ce que j'ai pu en lire, ils ne sortent pas blanc de l'opération. Donc, bon, c'est vrai, la perpétuité, c'est sévère. Ouais. C'est vrai. Mais bon, dire qu'ils seraient condamnés de toutes les façons, ils ont quand même de lourdes charges à se faire reprocher. Vous pensez maintenant que le président du tribunal militaire va suivre le procureur? Écoutez, en tant qu'avocat, j'ai toujours la faiblesse de croire que on écoute un peu la défense. La défense ne s'est pas encore exprimée. Elle va le faire bientôt. Elle va faire valoir des arguments. Elle va plaider des éléments de personnalité. Et je veux croire que ce ne serait pas en vain que le président du tribunal tiendra compte des arguments de la défense et qu'il ne sera pas complètement acquis au réquisitoire du parquet. Et là, au moins, justice sera complètement faite. Mais de toute façon, l'avocat de la défense ne peut pas plaider l'acquittement. Je ne sais pas ce qu'il a l'intention de plaider. Parce que les faits sont constitués. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis, vous voyez, vous le dites vous-même, d'après votre lecture aussi, les faits sont constitués. Donc ce n'est pas moi seul qui le pense, c'est le dossier qui donne à penser que, dans cette affaire, il serait difficile de plaider l'acquittement. Sauf à vouloir confronter le ridicule. Bon, mais ce serait difficile de plaider l'acquittement. Oui. Alors, Djibril Bassolé, lui, je tirais un trait sur sa carrière politique. On sait qu'il nourrissait de grandes ambitions. Il disait même à un moment donné qu'il avait envie que tout ceci s'achève vite parce qu'il lorgnait 2020. Bon, peut-être pour 2020, c'est un peu corrompu. Et compromis sérieusement par aussi son état de santé qui, malheureusement, n'est pas pimpant. Dans ce dossier, il y a une part humanitaire qu'il faut considérer. On le dit gravement malade, il faudrait, quelle que soit l'issue judiciaire, lui permettre de se soigner correctement. Et s'il ne peut pas, au Burkina Faso, trouver les moyens techniques
pour que sa santé s'améliore, qu'on envisage la possibilité de... Je pense qu'il a été évacué vers la Tunisie, si je m'abuse. Bon, écoutez, alors vous êtes mieux informé que je ne le suis, mais si c'est le cas, on ne peut que s'en féliciter. Qu'il soit condamné, c'est une chose, qu'il soit condamné à mort est une autre chose. Condamné à mort par privation de soins, ça sera indigne de l'État burkinabé et ça sera pas un très bon service rendu à la justice, justement. Donc, oui, qu'il soit condamné, soit, mais qu'on le soigne correctement, c'est un droit humain élémentaire et il me plaît que dans son cas, ce soit respecté. Est-ce que le juge ici est, selon vous, complètement libre? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut rendre son jugement en étant complètement débarrassé de toute pesanteur de l'opinion? Eh bien, écoutez, il faut souhaiter que cette justice soit indépendante et apolitique. L'opinion nationale, pas les chapelles politiques. C'est ce que je dis et c'est ce que je pense. Il faut espérer que la justice militaire burkinabé est indépendante et apolitique. Sinon, elle se discréditera. Toutes les fois que le juge donne l'impression de servir un agenda et d'être sensible à de certaines manipulations, il discrédite son impérium. Alors, je souhaite que ces juges-là prennent de la hauteur et assument leurs fonctions dans toute sa gravité et lui donnent toute la dimension utilitaire, et civique et sociale que doit avoir l'action de juger. Voilà. On va passer maintenant au second sujet, c'est le Bénin, calme relatif dans le centre du pays après une semaine folle. Là, le calme est donc revenu au centre du Bénin après des affrontements très violents entre les forces de l'ordre et des partisans de l'ancien président Thomas Boni Yayi qui avait bloqué la principale route du pays. La voie circule normalement et tout est calme. Tous les commerces fermés n'ont pas encore ouvert, a témoigné Avademe Inès, une habitante de Savet, soulignant toutefois que la ville vivait dans la peur. Les hommes de l'armée sont encore partout. Un policier en poste à Savet a confirmé qu'aucun incident n'était à déplorer depuis samedi matin à Tchaourou et Savet. Le calme est revenu, mais le siège ne sera pas levé de sitôt, a-t-il confirmé sous couvert de l'anonymat. Voilà, M. Salah, où conduit cette inimitié entre ces deux hommes-là? On est plutôt dans un cas typique de confrontation politique. Ce n'est pas de l'inimitié, loin s'en faut, vous savez. Les politiciens nous ont habitués à de tels revirements que ce qui est malheureux, c'est que de simples gens vont se faire tuer ou vont livrer leur vie comme ça à la répression, alors que les vrais débats se trouvent ailleurs. Non, écoutez, Monsieur Aïboni et Monsieur Talon nous ont habitués à cette confrontation depuis maintenant 5 ans. Parce que on se souvient que l'un avait mis l'autre en exil, en lui imputant des faits de tous ordres, criminels notamment. Et puis finalement, celui qui est poursuivi est devenu président et maintenant il règle ses comptes avec l'autre en le poursuivant aussi, en lui imputant des faits de nature pénale et criminelle. Bon, c'est ça le vrai fond du problème. Il n'y a aucune révolution au Bénin. Il y a une situation politique de crise qui a été créée par des hommes politiques pour empêcher un homme politique, notamment celui qui est au pouvoir, d'assouvir son pouvoir. Parce que, vous savez, le pouvoir, à mon avis, il faut le définir comme il est. Celui qui aspire à prendre le pouvoir, il le prend pour l'assouvir, c'est-à-dire réaliser le plan qu'il a établi. Et ce plan s'entend de son plan de gouvernement et il reflète son ambition et sa vision du pays. Point final. Après, vous avez le droit de ne pas le partager, mais une fois qu'il est là, il
il faut encore le laisser réaliser son projet, parce que c'est sur celui-là qu'il a été élu. Alors maintenant, à toute force, on essaye de bloquer, on trouve des moyens, on ergote, on utilise tous les arguties à caractère purement politicien pour l'empêcher de gouverner comme il l'entend. Mais il est normal qu'il se radicalise parce qu'il ne comprend pas pourquoi on devrait l'empêcher de faire ce pourquoi il est élu. C'est de ça qu'il s'agit principalement. Alors quand on dit que l'opposition est martyrisée, alors on nous a sorti mais tous les mots. Malheureusement, je ne partage pas forcément ce sentiment s'agissant du Bénin. S'agissant du Bénin, c'est vrai ailleurs, mais pas au Bénin. Mais de toute façon, dans cette affaire, le président Talon n'est pas à exempter de toute critique, puisque Kérékou, il a fait ses 10 ans après être revenu dans la peau des démocrates. Le Bénin était très calme. Yaya Iboni est venu faire ses 10 ans. Le Bénin était très calme. Si ça s'agite sous le Talon, Bénin n'a pas été très calme. Il y a eu quelques agitations, mais je veux parler surtout de ces violences d'une ampleur inouïe qu'on voit. Oui, justement. Si ça se passe sous Talon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais forcément, attendez, c'est pas parce que ça se passe sous Talon que Talon est coupable. Ce qui se passe relève aussi d'une forme de manipulation politicienne. Oui, mais la question, comment est-ce que les autres, notamment Yaya Iboni, où on a vu qui a traversé également des périodes très difficiles, a pu trouver la maestria pour gérer cette période, et Talon a du mal à le faire. On peut comptabiliser les morts aujourd'hui, on tendrait vers la dizaine très facilement. Oui, c'est vrai que c'est rare au Bénin. Mais il y a une classe politique qui pousse au crime et qui voudrait que ça se passe comme ça pour qu'on dise, ben, vous regardez, chez nous, ça ne se passait pas, depuis que Talon est là, ça se passe. Mais à chaque fois, je dis toujours cette chose qui me paraît frapper au coin du bon sens. Quand vous assumez le pouvoir, vous assumez l'ordre. Et le maintien de l'ordre vous impose d'utiliser la force idoine. Et parfois, il y a des débordements. Donc, il ne faut pas céder à la provocation. Il faut avoir du sang-froid. C'est ce qu'on dit tout le temps aux agents des forces de l'ordre. Parfois, il y en a qui se comportent de façon un peu moins professionnelle et qui commettent des exactions. Ça doit être puni avec la plus grande sévérité, dans la rigueur de la loi. Point. Mais en dehors de ça, je ne pense pas que M. Talon a quelque intérêt que ce soit à commencer une carrière de dictateur. Non, demander que l'ordre soit maintenu n'est pas attentatoire aux principes démocratiques et à l'expression des opinions publiques. Mais ça montre aussi en même temps que la dite police républicaine n'est pas si professionnelle que ça. Parce qu'on a vu des semaines de manifestations encadrées au niveau en France, 0 mort. On en voit dans beaucoup de pays. On a vu, je pense en Espagne, lorsque les Barcelonais ont voulu... on a vu 0 mort. On le voit en Afrique, et dans un pays qui était cité en exemple... C'est bien ce que je dis. C'est dans un pays qui est cité en exemple et qui n'est pas habitué au maintien de l'ordre et aux troubles sociopolitiques. Voyez, donc ils font l'expérience de troubles sociopolitiques exprimés avec un peu plus de vigueur et parfois aussi de la violence contre les forces de l'ordre qui, en ripostant maladroitement, commettent des exactions et tuent. C'est jamais excusable nulle part, jamais. Attention, qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Je n'ai jamais dit que c'était défendable. Mais je dis qu'ici, il y a de la manipulation politicienne et elle est regrettable de la part de certains responsables politiques qui ont un comportement, là pour le coup, totalement irresponsable. Alors, qui doit calmer le jeu? Disons, balle au centre, tout le monde doit y mettre du sien. Du côté de M. Talon aussi, mais du côté de M. Soglo et Iboni. Parce que quand on entend un ancien président dire il doit quitter le pouvoir, sinon il finira pas son mandat, c'est une menace à peine voilée. Sinon il finira pas son mandat, vous allez faire quoi? Un coup d'État?
Et le coup d'État, s'il n'est pas militaire, vous le faites par la rue? Non, mais personne ne peut accepter ça de la part de son dévancier. Et là, pour le coup, le président Soglo s'est discrédité en proférant de pareils propos. Et je pense qu'ils jouent les boutefeux et ils mettent de l'huile sur le feu. Et c'est malheureux que ce soit eux qui le fassent. Le troisième sujet, c'est la République démocratique du Congo avec le réexamen des invalidations des députés de l'opposition. La Cour constitutionnelle de la RDC va examiner une cinquantaine de décisions censées contenir des erreurs matérielles ayant notamment entraîné l'invalidation de l'élection de 23 députés d'opposition. C'est ce qu'on a appris auprès de sources judiciaires. La Cour siégeant en matière de contentieux électoral, rectification d'erreurs matérielles devrait être examinée lundi. Au total, 52 dossiers, précise le greffe de cette instance judiciaire. Dans un communiqué, le président de la Cour constitutionnelle nous a promis de mettre en place une commission spéciale dans le cadre de la procédure de recours en rectification des erreurs matérielles contenues dans certaines décisions ayant invalidé de manière malencontreuse certains députés. Mettent ça, les arguments, ça pourrait ouvrir les oreilles d'un sourd. Ah oui, mais là franchement, c'est le grand n'importe quoi politique. Parce que, écoutez, c'est gros comme une maison. Là, c'est le ridicule qui ne tue pas. Voilà l'instrumentalisation totale et éhontée de l'appareil judiciaire à des fins totalement politiciennes. Écoutez, ce sont ceux-là qui avaient dit que les recours étaient rejetés parce que infondés. Et puis, subitement, depuis qu'on a nommé un Premier ministre, qu'on commence à trouver un consensus pour la formation d'un gouvernement, et qu'on se dit que bon, ce serait quand même bien qu'on donne un peu de marge de manœuvre au Premier ministre, tout à fait consensuel, hein, et qu'on donne l'impression au président qu'il reprend un peu la main, et qu'on a fait la distribution des Marocains ministériels en supputant que les ministères de souveraineté sont allés maintenant au camp du président. On essaye de lui donner quelques députés de plus pour faire la hola quand ils vont venir défendre leur projet. Non mais franchement, c'est d'un ridicule achevé. Et là, on nous prend vraiment pour des bozos à nous faire croire que cette cour découvre d'elle-même que effectivement elle s'est trompée, elle a commis des erreurs matérielles sur 23 députés, mon Dieu, et qu'elle est prête à rectifier, à faire des efforts de compréhension pour revoir sa propre copie. Franchement. Comment est-ce que, comment est-ce que ça arrive qu'on trouve les arguments pour habiller de telles sornettes? Vous savez, lorsqu'on donne à nos crimes le manteau de la loi, on en commet de plus graves encore. Et ça, parfois certains passent champions dans l'art d'habiller de juridisme des choses absolument inavouables. Ça, c'est le cas de la manipulation politicienne. C'est un chef-d'œuvre, quoi, de cynisme politique. Voilà. Alors, et c'est dommage que le juge constitutionnel, qui devait être le rempart, se commette dans de pareilles bassesses. Et ça, c'est malheureux. Maître Sosa, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. On va marquer la pause et après le journal, on est ensemble pour Regard Croisé.